Donc bonjour, bonsoir, bienvenue pour les équations de Maxwell en bref. Donc on va parler justement de ces équations qui sont au nombre de 4. C'est pas du tout un cours ni un résumé exhaustif, c'est vraiment une petite approche, juste parce que je pense que c'est important de les voir une première fois, histoire de savoir dans quoi on s'aventure quand on les rencontre pour de bon, et de savoir à peu près comment les manipuler sans qu'il y ait une espèce de découverte un peu abrupte. Donc pour ça justement on verra tout d'abord leur forme locale et leur forme intégrale, et comment les obtenir. Puis après, on verra vite fait quelques applications. Le but, c'est que ça reste à peu près en dessous de la barre des 10 minutes dans l'idéal. Donc, on va commencer tout de suite avec les formes locales. Donc, ces équations qui sont au nombre de 4. Vous voyez qu'elles font intervenir les champs électriques et magnétiques qu'on retrouve dans la force de Lorentz que vous connaissez probablement. Dans la force de Lorentz qui vous dit que vous avez une force qui est égale à votre charge électrique fois votre champ plus votre vitesse vectorielle, votre champ magnétique. Voilà. Mais en plus de ces champs magnétiques et électriques qui interviennent, on a aussi des opérateurs d'analyse vectorielle, en l'occurrence l'opérateur de divergence et de rotationnel, qui correspondent à des dérivées spatiales du premier ordre, si ce n'est que la particularité, c'est qu'elles ne représentent pas exactement la même chose. Le rotationnel, c'est le plus simple, on va dire qu'il représente en quelque sorte la tendance locale qu'a votre champ à tourner sur lui-même. Donc ça, c'est pour ça. Et la divergence, lui, par contre, va avoir tendance à représenter localement à quel point vos lignes de champ rentrent ou sortent. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la divergence, du coup, quand on regarde la divergence d'un champ, on obtient un scalaire, positif ou négatif. Et par contre, quand on regarde le rotationnel d'un champ, on obtient un vecteur. Voilà, puisque du coup, le rotationnel, on a besoin d'avoir une direction, etc. Alors que pour la divergence, on a juste besoin de savoir si ça rentre ou si ça sort et à quel point. Voilà, sauf que souvent, vous retrouvez ces opérateurs sous la forme du vecteur symbolique nabla. Voilà, c'est le delta à l'envers. Le problème, c'est que moi, je trouve que c'est super contre-intuitif pour apprendre. Tout simplement parce que si vous ne savez pas vraiment ce que vous manipulez, vous risquez de faire des très grosses erreurs très vite, puisque si vous mettez un point, ça veut dire un truc, si vous mettez une croix, ça veut dire autre chose, si vous mettez un carré, ça veut dire encore autre chose, bref, on peut très vite faire des petites erreurs qui rendent faux ce qu'on écrit. Pour pallier à ça, il vaut mieux écrire explicitement divergence rotationnelle, comme ça on sait exactement ce qu'on écrit, et par exemple, quand on écrit divergence, on sait que le résultat c'est un scalaire parce qu'on ne met pas de flèche au-dessus du divergence, alors que le rotationnel, on sait que si on met une flèche au-dessus du rotationnel, ce qu'on doit avoir, c'est des vecteurs. Bref, rentrons un peu en détail dans ces équations. Donc la première, c'est l'équation de Maxwell-Gauss, qui relie donc la variation spatiale de votre champ électrique à votre densité de charge, puisque cette variation est égale à ρ sur epsilon 0, avec ρ votre densité de charge. Epsilon 0, c'est votre conductivité, perméabilité diélectrique du vide. Si je ne me trompe pas exactement du nom, ça doit être ça. Bref, donc epsilon 0 de toute façon c'est donné. Maxwell-Thomson, donc qui vous dit que la divergence du champ magnétique est nulle. Ça ce sera utile pour dire après des choses sur le flux. En lui-même, on expliquera ce que c'est le flux juste après. Ensuite, on a l'équation de Maxwell-Faraday que vous connaissez peut-être la loi de Faraday. Éventuellement, et bien voilà, là c'est sa forme locale, on va dire, qui donc nous dit que le rotationnel de votre champ électrique, c'est moins la dérivée temporelle de votre champ magnétique. Donc là, on voit qu'on commence à relier champ électrique, champ magnétique et leurs variations. Les variations spatiales du champ électrique sont reliées aux variations temporelles du champ magnétique. Et on va retrouver encore la même relation mais transposée, puisque ici on a le rotationnel du champ magnétique. Et on dit donc que les variations du champ magnétique sont égales, donc les variations spatiales sont égales à, sont dues en partie aux variations temporelles du champ électrique, plus un terme en J. Alors J, c'est votre densité de courant. J, son expression, vous pouvez l'écrire soit état QV avec V la vitesse, des porteurs de charge, c'est-à-dire par exemple des électrons. Et en fait, vous avez état, c'est la densité de charge, et Q, c'est la charge en elle-même. Sinon, la plupart du temps, on l'écrit juste ρV. Et donc, ρ, c'est votre densité de charge volumique fois votre vitesse. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a donc tout ce qu'il nous faut. Si on devait hiérarchiser toutes ces équations, on mettrait en premier l'équation de Maxwell-Ampère, probablement, selon moi. C'est la plus utile, celle qu'on utilise le plus. Et aussi, en fait, c'est assez étrange, mais c'est aussi la plus grosse à écrire, hein, c'est celle avec le plus de termes.
mais c'est vraiment celle qui est essentielle. Juste après, on a Maxwell-Gauss qui intervient. Maxwell-Gauss, alors on l'utilise plus dans un contexte, contexte d'électrostatique, hein, c'est-à-dire quand on n'a pas de dépendance temporelle. Tout comme la loi de Faraday en fait, que vous connaissez probablement, dans un contexte de magnétostatique par contre, ça c'est quand votre champ magnétique ne dépend pas du temps. Et par contre Maxwell-Thomson on l'utilise vraiment très peu. En fait de cette manière-là on n'utilise jamais. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va regarder donc pour passer aux formes globales, il faut pouvoir intégrer toutes ces relations. Et donc intégrer des divergences et des rotationnels, on ne sait pas vraiment faire à la base. Heureusement, il y a des théorèmes pour nous donner les résultats. C'est-à-dire qu'on a deux théorèmes, le théorème de Green-Ostrogradsky et le théorème de Stokes, qui relient respectivement le flux d'un champ de vecteurs et la circulation d'un champ de vecteurs. Alors, c'est des gros mots, mais en fait, c'est défini juste après. Hein. C'est-à-dire que le flux, c'est votre intégrale double dans l'espace de votre champ scalaire un infinitésimal de surface. Hein. C'est-à-dire que donc, si vous regardez par exemple, si vous calculez si votre surface fermée c'est la surface d'une sphère, votre flux ça va être un scalaire, ça va être donc un réel, un nombre réel qui va caractériser à quel point il y a des choses qui vont, enfin votre champ rentre entre guillemets dans votre sphère. C'est-à-dire que si c'est un peu comme en thermodynamique où vous pouvez regarder est-ce que vous avez un échange thermique positif ou négatif pour savoir si votre température augmente ou diminue entre guillemets. De la même manière, vous pouvez regarder si votre flux est positif ou négatif. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a des choses qui rentrent dans mon volume ou est-ce qu'il y a des choses qui en sortent. Voilà. Et donc justement, le théorème de Green-Ostrogradsky nous dit que l'intégrale double sur une surface fermée, pensez à la surface d'une sphère, d'un champ vectoriel votre surface, c'est en réalité égal à l'intégrale sur le volume délimité par votre surface. C'est-à-dire cette fois, donc si notre surface était la surface d'une sphère, eh bien il faut penser en fait à du coup faire maintenant l'intégrale sur le volume de la sphère, de la divergence de votre quantité, multipliée donc par votre infinitésimale de volume. Et donc on voit tout de suite que si par exemple, si on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant de l'intégrale sur de la divergence, on va pouvoir obtenir une expression du flux. Ensuite, dans le théorème de Stokes, donc lui c'est pour la circulation d'un champ. La circulation, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale sur un contour fermé. Pensez là par exemple à un fil de cuivre que vous auriez relié aux deux extrémités, c'est-à-dire un cercle, un cerceau en fait. Ça c'est votre contour fermé. Donc vous pensez à un cerceau, voilà. Et donc ça vous dit que l'intégrale de votre quantité scalaire dl, c'est votre infinitésimale de chemin, hein, c'est-à-dire que vous parcourez un tout petit bout du cerceau, c'est égal à l'intégrale sur la surface délimitée par votre cerceau, c'est-à-dire le disque en lui-même du rotationnel fois votre surface. Vous noterez quand même que donc à chaque fois en fait ce qu'on passe, c'est qu'on passe soit d'une surface ou d'un contour fermé à la grandeur délimitée, c'est-à-dire qu'on passe d'une surface fermée au volume délimité par cette surface, et ici on passe d'un contour fermé à la surface délimitée par ce contour. Voilà. C'est deux théorèmes qui s'utilisent très bien, voilà. Ils sont extrêmement utiles, puisque du coup, si on les applique justement, on va obtenir nos équations sous forme intégrale. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir dire que le flux du champ électrique, c'est égal à ce qu'on appelle la charge contenue à l'intérieur sur epsilon 0, hein, puisque si je reviens en arrière, ici, on avait donc Maxwell, c'était la divergence du champ électrique, c'est égal à ρ sur epsilon 0. Ça, si j'intègre ça sur un volume, je vais donc obtenir le flux à gauche, puisque l'intégrale de la divergence sur un volume, ça donne le flux, qui va être égal à l'intégrale de ρ sur epsilon 0. Epsilon 0, c'est une constante, et ρ, c'est votre densité volumique. Donc votre densité volumique, a priori, elle peut varier, mais dans tous les cas, si on intègre ça sur un volume, votre densité volumique, une densité volumique fois un volume, ça donne juste la charge contenue. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Et de la même manière, si on l'applique pour l'équation de Maxwell-Thomson, là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un flux qui est nul. Si vous prenez le flux du champ magnétique sur une surface fermée, il est toujours nul. Voilà, ça ne sert à rien de le prendre, il est toujours nul. Maintenant, si on applique pour le théorème de Stokes, on va avoir une relation pour donc la force électromotrice
c'est-à-dire la force dans ce qu'on appelle la force électromotrice, c'est dans votre circuit électrique, hein, ce qui met en mouvement les électrons dans votre circuit. C'est en fait la circulation de votre champ électrique. Et c'est égal à moins la dérivée du flux du champ magnétique. Et attention, pourquoi ça reste comme ça et pourquoi on ne peut pas simplifier? Puisque justement, l'intérêt, si on revient en arrière, c'est que dans le théorème de Green-Ostrogatsky, votre flux il était pris sur une surface fermée. Donc c'est bien le flux du champ magnétique, lui, il est nul sur une surface fermée. Mais si vous ne le prenez pas sur une surface fermée, il n'est pas nul et il n'est pas constant. Donc, quand vous appliquez votre théorème de Stokes, vous vous retrouvez sur l'intégrale sur une surface qui n'est pas fermée. D'où un terme qui n'est pas nul ici. Et d'où donc l'existence de cette force électromotrice. Et enfin, il reste la dernière, c'est celle qui va relier la circulation de votre champ magnétique. On peut l'écrire mu0 fois un grand I, c'est un grand I enlacé, c'est le courant enlacé par votre surface, plus un terme en mu0 epsilon 0, la circulation du champ électrique, fois la circulation du champ électrique. Voilà, ça c'est pour les formes locales. Dans les faits, on les utilise assez peu, ou tout du moins certains l'utilisent dans des formes simplifiées. La première, l'équation le théorème de Maxwell-Gauss, le théorème de Gauss, pardon, juste le théorème de Gauss, il est utilisé en électrostatique, hein. Donc c'est-à-dire dans un contexte où votre champ électrique ne dépend pas du temps. On l'utilise pour calculer justement le flux, puisque sous certaines conditions de symétrie de vos distributions, eh bien, connaître le flux, ça revient à connaître le champ en lui-même. Pour la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Thomson, dans les faits, on l'utilise assez peu, voire jamais. Par contre, l'équation de Maxwell-Faraday sous sa forme intégrale, c'est la loi de Faraday. Et donc ça, on l'utilise, je l'ai dit, dans un contexte de magnétostatique. Elle, par contre, elle est utile notamment dans les exercices d'induction. Vous l'utilisez assez fréquemment en théorie. Donc voilà. Mais au moins maintenant, on sait d'où ça vient. À noter d'ailleurs que ici, c'est des dérivées partielles, hein, puisque ça pourrait dépendre d'autres paramètres. Et enfin, la dernière, celle qui nous donne la circulation du champ magnétique, on l'utilise relativement peu sous cette forme. Relativement peu sous cette forme, on a le terme en mu0 epsilon 0, circulation du champ électrique. Plus souvent, on l'utilise dans le contexte de magnétostatique et on l'utilise donc juste sous sa forme circulation du champ est égale à mu0 i enlacé, puisque du coup le dernier terme est nul. Et donc ça, c'est un peu l'analogue en fait de l'équation du théorème de Gauss, pardon. C'est son analogue, on l'appelle le théorème d'Ampère. Hein. Et donc lui, il est utilisé dans le contexte de magnétostatique. Voilà, ça c'est pour les formes intégrales. Et on va abréger, puisqu'on est bientôt à un quart d'heure justement. On va pouvoir passer à quelques utilisations de ces équations. Notamment pour une sphère chargée, là je vous laisse le faire vous-même. On peut montrer que le champ électrique, tout du moins en amplitude, prend à deux formes. Donc si vous notez grand R le rayon de votre sphère, votre valeur de E sera donc égale à ρ fois R sur 3 epsilon 0 quand vous êtes à l'extérieur de la sphère. Sinon, il sera égal à ρ fois grand R cube sur 3 epsilon 0 R carré si vous êtes à l'intérieur de la sphère. Si vous êtes à l'intérieur de la sphère, oui, tout à fait. Et enfin, on a dans un conducteur, on va pouvoir montrer qu'on a toujours une densité de charge qui est nulle. Ou tout du moins, si elle est non nulle à un instant, elle décroît exponentiellement. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On part de l'équation de conservation de la charge électrique, qui nous dit donc cette équation nous dit la dérivée temporelle de votre charge plus la divergence du courant est nulle, de la densité de courant est nulle. Et on utilise la loi d'Ohm locale. La loi d'Ohm locale, vous savez, vous avez la loi d'Ohm U égale RI. Sa version locale, c'est J égale gamma E. Et donc en conjuguant ces deux relations et en faisant appel à Maxwell-Gauss, vous allez voir apparaître une équation différentielle en ρ qui se résout et qui vous donne une décroissance exponentielle. Voilà. Donc c'est tout pour ces équations de Maxwell. Voilà, on a fait assez court, assez sobre. Vous pouvez essayer de montrer ces deux résultats que j'ai donnés
et vous pouvez essayer de l'appliquer à d'autres cas, puisque après ces équations de Maxwell, on va les utiliser quand on va être dans un plasma, puisque là, le dernier exemple c'est dans un conducteur, mais on peut l'utiliser dans un plasma, dans le vide, ou dans à peu près n'importe quel milieu, juste en les adaptant des fois légèrement, en remplaçant la permittivité diélectrique du vide, on va la remplacer par celle du milieu considéré, etc., ce genre de choses, mais globalement ça reste tout le temps plus ou moins la même chose. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. C'était Adam pour les équations de Maxwell. Ciao tout le monde!